Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus voir ma présentation sur Terraform. Donc, le but de cette présentation, c'est pour vous initier à Terraform, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne et pour que vous puissiez mettre ça en production le plus rapidement possible cet après-midi, quoi. Je suis Nicolas Lodez, je suis DevOps Full Stack chez CGWire. Ça veut dire que je fais à la fois la gestion de l'infrastructure, mais je développe aussi des applications. Donc, je fais beaucoup de Terraform, mais aussi des trucs qui génèrent des plans Terraform en Python et ainsi de suite. Et je fais même un petit peu de back-end quand j'en ai le temps. Je suis aussi freelance et j'aide des startups à démarrer, à gérer leurs infras pour qu'elles puissent avoir un coût raisonnable dans leurs infrastructures et qu'elles puissent démarrer de manière efficiente, donc en commençant tout doucement et en montant en gamme au fur et à mesure. Le plan de cette présentation, ça sera une brève introduction de qu'est-ce que c'est que Terraform, pourquoi, etc. Une démo qui va présenter toutes les bases, les différents produits qu'on peut utiliser avec et peut-être une conclusion si j'arrive à en trouver une d'ici là. Donc, pourquoi Terraform? C'est il y a quelques années, on a vu apparaître la virtualisation et le cloud, où on a changé notre manière de travailler. Pour des vieux comme moi, quand on a commencé, quand il fallait installer un serveur, il fallait aller le chercher dans le carton, le sortir, le racker, installer l'OS et ainsi de suite. Mais maintenant, quand on est moderne, on va taper dans une API pour créer une VM et faire toute l'installation. Et on crée, on supprime à la volée au fur et à mesure de la journée, de l'heure ou de l'année pour ceux qui sont un petit peu moins cloud. Mais donc, il faut des outils pour pouvoir dialoguer avec ces infrastructures plutôt que d'être obligé de taper dans un panel en faisant clic-clic ou en faisant des calls d'API soi-même à la main. J'ai déjà parlé d'API, donc les fournisseurs cloud vont fournir des API pour l'intégralité de leurs services. Ceux qui sont malins, ils créent d'abord une API et ils vont rajouter un front-end dessus pour simplifier la vie des utilisateurs. Mais on a bien une API qui permet de gérer l'intégralité de leur gamme de produits pour créer, supprimer, modifier, rattacher des trucs et ainsi de suite. Et globalement, on va aller taper dans du compute, dans de la sécurité, dans des services type SaaS, base de données, et ainsi de suite. On va pouvoir retrouver beaucoup de trucs dedans. Assez rapidement, on s'est rendu compte que tout faire à la main, ce n'était pas possible. La documentation, c'est bien, mais ça prend du temps à exécuter. Donc, on a développé ce qu'on a appelé l'infrastructure as code. Donc, le principe, c'est on va avoir un DSL qui va décrire ce que l'on veut dans l'infrastructure et on a un produit qui va mettre en place tout ce que l'on a défini dans du code. Alors, je mets code entre guillemets parce que suivant les produits, ça va être juste un DSL jusqu'à quelque chose de très évolué avec des boucles, des conditions et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on parle réellement de code. Et dans vos infrastructures et dans vos équipes, vous allez avoir des putains de cow-boys qui vont venir et qui vont vous dire « Ouais, mais Terraform, c'est de la merde, clic, 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 allez hop, moi je t'augmente la taille de la VM, tu vois, c'est fait en 2 minutes, Terraform, c'est chiant, moi je vais beaucoup plus vite à la main. » Puis vous repassez derrière et puis ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça veut dire que potentiellement vous allez appliquer votre plan d'infra as code pour schématiser et ça va tout foutre en l'air parce que l'existant qui avait été amélioré au fur et à mesure à la main, il va falloir reprendre ça et si vous avez une infra as code un petit peu limitée, le plus simple c'est de tout détruire pour tout recréer. Et ça, c'est pas possible dans une vraie production. Donc les bases, ça va être le dernier slide et après on va passer à la démo. Le principe, c'est vous allez écrire ce que vous voulez avoir. Donc c'est ce qu'on appelle la configuration dans Terraform, donc le code. Ensuite, vous allez planifier avec Terraform ce que vous allez faire.
Et la planification, il y a deux étapes qui sont très importantes. C'est il va regarder le code par rapport à ce que vous voulez avoir. Il va aller chercher dans l'infrastructure ce qu'il connaît déjà, lui, de l'infrastructure la dernière fois qu'il a exécuté. Il va aller regarder dans l'infrastructure réellement ce que vous avez et il va comparer tous ces trois morceaux-là et il va vous dire, OK, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée ce truc-là, je supprime ce truc-là, je modifie ce truc-là, et ainsi de suite. Et si vous êtes d'accord, vous appliquez ce changement-là et donc Terraform va réellement faire les actions dans l'API pour faire les créations, suppressions, modifications. Et si ça a marché, bah, vous repassez à l'étape du début, vous écrivez, vous planifiez, vous appliquez, vous écrivez, et ainsi de suite. Et bah, donc on va passer directement à la démo. Donc, comme cette présentation n'est absolument pas sponsorisée, j'ai décidé que j'allais faire un West VPN, puisque bah, à force d'être abruti en regardant certaines vidéos sur YouTube, j'ai été convaincu qu'il me fallait un VPN, mais je n'ai pas envie que mon trafic passe ailleurs, donc je vais créer le VPN moi-même. Et comme je fais de l'infra as code, et bah, du coup, tant qu'à faire, je vais faire ça avec Terraform. Alors globalement, je vais utiliser OVH comme fournisseur cloud. Alors, vous pouvez critiquer, on pourra en discuter après. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais moi j'aime bien les emmerdes, donc du coup je reste chez eux. Je troll absolument pas. Et c'est de l'OpenStack, donc j'ai deux fichiers que je ne vous montrerai pas parce qu'il y a des secrets dedans. Ils seront détruits à la fin, mais je n'ai pas envie que pendant ma présentation, vous alliez créer des VM pour miner du Bitcoin. Donc là-dedans, j'ai toutes mes variables OpenStack. Là-dedans, j'ai toutes mes variables OVH. Et ça, c'est un script qui me permet de générer automatiquement le fichier conf et le fichier SH. J'ai un script d'installation pour me créer tout cet environnement. J'ai un virtualenv qui contient tous les outils qui vont me permettre de me simplifier un petit peu la vie. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, mon installation, mes requirements. Donc, je crée le virtualenv s'il n'existe pas et j'installe mes requirements dedans. Donc, j'ai fait un truc tout con, je vérifie qu'OpenStack n'est pas installé, et s'il n'est pas installé, bah, je l'installe. Et j'installe la librairie Python OpenStack client pour, en ligne de commande, vous montrer comment ça marche. Et le client OVH, parce que j'en ai besoin pour générer mes credentials, ainsi de suite. Et j'ai chargé en variable d'environnement ce fichier-là et ce fichier-là qui contiennent tous les secrets pour dialoguer à la fois avec OpenStack et à la fois avec l'API d'OVH. Bon bah du coup, il faut qu'on installe Terraform. Alors pour ça, il y a plein de manières de faire. Donc terraform.io. Vous allez sur Download. Vous choisissez votre système d'exploitation, la manière dont vous voulez l'installer. Si vous avez des architectures différentes, vous en avez pas mal où le binaire est déjà construit. Sur macOS, vous avez Homebrew qui permet de l'installer facilement. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle asdf.vm qui me permet de gérer les versions de tous mes outils à un seul endroit. Donc, je remplis un fichier tools.version. Ce n'est pas l'objet de la présentation, mais du coup, je vais utiliser un Terraform 1.3.3 et dans mon projet, j'ai un consul 1.13.3. On verra tout à l'heure pourquoi. Et donc, si je fais asdf, je crois que c'est install, il va prendre ce fichier-là, il va vérifier que c'est installé. Si ce n'est pas installé, il télécharge, etc. Donc, si je regarde, j'ai bien un Terraform version. J'ai bien un 1.3.3 comme je voulais, qui tourne sur mon Darwin machin, et comme le binaire a été lancé, ça marche. Et ben on va commencer. Donc le premier truc, c'est initialiser le projet avec un touch terraform.tf.
Donc TF pour Terraform. Le nom du fichier Terraform, c'est totalement arbitraire. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Terraform, il va simplement lire tous les fichiers TF qu'il y a dans ce répertoire-là et il va compiler le truc. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre notre code Terraform. Donc là, le seul truc que je veux faire, c'est juste initialiser le projet. Si je fais un git status, je n'ai pas initialisé, donc je fais un git init, git commit -m en petit. Donc j'ai plein de trucs que j'ai pas envie de mettre dans mon git, donc je vais les ajouter tout de suite dans mon plan, dans mon git ignore, pardon. Donc ça, je le veux pas. 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 Donc tout ça, c'est bon. Donc git add point. Voilà, donc là maintenant je vais faire mon Terraform init, puisqu'il faut commencer par initialiser le repository Terraform, un petit peu comme avec Git tout à l'heure. Il me dit qu'il n'y a pas de plugin à installer, tout est parfaitement initialisé. Et donc si je regarde, mon git status ne me donne rien, et si je fais un ls-a, il ne me donne rien non plus, parce que pour l'instant, j'ai rien rajouté de particulier. Donc, comme on sait qu'on veut créer une VM OpenStack, on va aller sur la registrie Terraform. Donc, la registrie Terraform, c'est quoi? C'est la liste des providers Terraform qui sont distribués publiquement. Et un provider Terraform, c'est quoi? C'est un espèce de plugin à Terraform qui va vous permettre d'interagir avec une API. Et cette API, ça peut être un cloud provider, ça peut être un truc qui est en interne chez vous. Donc là, vous ne l'aurez pas forcément là-dedans. Mais ça peut être pour faire du IaaS, du SaaS, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même interagir avec des composants qui sont moins des API. Par exemple, vous pouvez gérer des containers KVM, QEMU, etc. Et en fait, les providers sont simplement écrits en Go. Donc, si vous savez faire du Go, vous pouvez écrire un provider. C'est relativement simple. Il y a quelques actions à rajouter en méthode et vous avez un provider. Mais moi, je suis feignant et en plus, ça existe déjà. Donc, je ne vais pas réinventer la poudre. Donc, OpenStack. Alors le premier truc à faire, c'est il me dit, pour utiliser ce provider, il faut faire comme ça. Alors ça tombe bien, je vais prendre tout ce bloc-là et je vais le mettre dans mon fichier terraform.tf. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est Terraform, les versions de provider qui sont requises, OpenStack, où est-ce qu'il faut aller le télécharger, dans quelle version. Donc là, il m'a mis automatiquement la dernière version. Et si je veux mettre des attributs particuliers à mon OpenStack, par exemple une région OpenStack, si je veux taper une URL particulière, et ainsi de suite, c'est ici que ça va se définir. Mais moi, j'ai tout mis en variable d'environnement, donc je n'ai pas besoin de rajouter des trucs spécifiques à cet endroit-là. Je sauvegarde mon fichier. Alors, il me dit qu'il faut lancer mon Terraform init. Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Alors si je regarde mes changements, j'ai juste rajouté mon fichier Terraform et je fais mon Terraform init. Donc là, il me télécharge mon provider OpenStack dans la version que je lui ai donnée. Alors bien sûr, dans les versions, vous avez, comme tous les systèmes un petit peu évolués, vous pouvez mettre des tildes égales, des plus grands que, etc. Vous pouvez gérer ça exactement comme vous voulez. Une des bonnes pratiques, c'est de tout mettre en figé pour être sûr que vous n'ayez pas de problème. Et votre plan Terraform, il marchera toujours. Vous allez travailler sur une nouvelle machine, vous faites votre git pull, vous faites votre Terraform init.
il va récupérer tous les providers à jour et comme ça, quand vous allez faire votre play, ça va marcher direct. Donc il m'a fait mon initialisation, il me dit bah, c'est bon, tu peux faire ton Terraform plan. Juste avant, on va regarder, il a créé un répertoire, donc c'est le répertoire Terraform. Donc on retrouve notre provider avec son changelog, machin, etc. Mais c'est surtout ça qui est intéressant. Et si on l'exécute, il nous dit c'est un binaire et c'est un plugin, tu ne peux pas l'exécuter directement. Mais donc ça montre bien que votre plugin peut être installé facilement. Et puis voilà. Et dans le fichier terraform.loc, vous avez toutes les informations, donc les hash des fichiers, machin, etc. Ça vous permet d'être sûr que ce que vous avez récupéré, c'est bien intègre, et ainsi de suite. Et du coup, bah, c'est tout. Bon, j'ai des alias Git pour aller plus vite. Et donc, il nous a dit qu'il fallait faire un Terraform plan. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a écrit notre code. Maintenant, on planifie. Bon, j'ai pas de changement puisque j'ai juste installé un plugin, donc il n'y a rien à faire. Donc maintenant, on va commencer par mettre notre fameux VPN. Donc TF. Et donc, je vais dans la documentation. Je veux créer une nouvelle ressource. Et je sais que c'est une ressource du type compute instance, parce que je l'ai déjà fait, mais si vous ne savez pas ce que vous voulez utiliser exactement, ce que ça a comme nom, vous pouvez taper le nom du truc ici. Globalement, c'est assez intelligent pour refléter un petit peu ce que vous pouvez avoir dans une infra OpenStack. Bon, bah, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai réussi à fucker le filtre. Et donc là, vous avez des codes d'exemple. Donc on va prendre celui-là parce que moi, il me va bien. Vous pouvez avoir des exemples où vous attachez des volumes, où vous bootez à partir d'un volume existant et ainsi de suite. Moi, le truc de base me convient très bien. Donc, je vais simplement le modifier un petit peu parce que comme c'est un exemple, c'est des trucs qui ne me plaisent pas. Donc le nom que je veux lui donner dans Terraform, c'est VPN. Donc à partir de là, quand je vais vouloir parler de ce truc-là, ça sera un OpenStack Compute Instance V2 VPN. Donc le nom, c'est pareil, basique, ça ne me plaît pas trop non plus, donc je vais l'appeler VM. L'image ID, donc ça c'est l'image dans OpenStack. Si vous faites un OpenStack image list pipe grep-i Debian, parce que je vais installer une Debian pour aller plus vite. Donc on va simplement prendre une Debian 11. Et là, il me dit que c'est l'image ID. Donc moi, l'image ID, ça ne m'intéresse pas. Je préfère utiliser le nom directement. Donc si je regarde dans la doc, j'ai aussi image name. Donc c'est requis si l'image name est vide et l'image name est requis si l'image ID est vide. Donc l'intérêt, c'est que si vous voulez vous référer à une image en particulier, vous pouvez mettre directement l'ID. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête et prendre directement la dernière version de l'image, vous pouvez mettre le nom de l'image. Donc on a dit que c'était name. Et donc la flavor, c'est pareil. Donc image, alors non, c'est flavor list. Et je sais que c'est dans le D2 quelque chose. Donc on va prendre une VM pas chère, c'est une VM Discovery. Donc la flavor en OpenStack, c'est quoi? C'est la taille de la VM pour vous dire combien vous avez de CPU, de RAM, de disque, etc. Donc moi je vais prendre la moins chère, la D22, parce que je suis radin. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. C'est la clé SSH que je vais utiliser pour me connecter, mais je veux d'abord savoir si je peux créer ma VM. Je peux mettre des métadatas, donc ça c'est les métadatas OpenStack, et il y a un réseau, donc là c'est le réseau public. Donc on va faire un network
list pour avoir le nom des réseaux, parce que finalement, il y en a quelques-uns. Donc, non, en fait, il n'y en a qu'un. Par contre, il a plein de subnets. Donc, le nom de mon network, c'est UXTnet. Voilà. C'est clair jusque-là? Donc, mon plan. Là, il me dit, je vais créer une VM, son adresse IPv4 sera connue après l'apply. Et en fait, il y a plein de paramètres qui seront connus qu'une fois que j'aurai créé ma VM et qu'il aura récupéré les infos. Par contre, il y a des informations qu'il connaît, donc le force delete, il est à false, ça c'est moi qui l'ai mis, les metadata aussi, le power state, il sait que par défaut, ça sera active, et ainsi de suite. Et il me dit, si tu veux utiliser le out, tu vas pouvoir le réutiliser dans ton Terraform Apply. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors je crois que c'est du JSON. Voilà. Et donc, maintenant, on peut même regarder ce qu'il y a dedans. Et en fait, c'est pas du JSON. Je crois que c'est un fichier zip dans lequel il y a plein de trucs, mais il va aussi vous spécifier plein d'éléments par rapport à votre version de Terraform, machin, etc. L'intérêt, c'est que vous pouvez prendre un plan pour le mettre dans votre CI. Si vous avez plusieurs étapes, vous faites votre plan, vous l'affichez dans votre CI. Il y a des personnes qui viennent relire le plan pour dire c'est OK pour moi. Au bout de X validation, on déclenche un plan. Et ça tombe bien, on va déclencher le plan. Et là, il est en train de discuter avec l'API OpenStack et il est en train de réellement créer la VM. Et le cloud, c'est magique, mais du coup, il faut que les paquets traversent 4 fois la planète pour revenir. Donc, faire envoyer un mail à un provider et attendre que... Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quand tu fais ton appli, tu n'as pas de demande de validation où tu es bien sûr que tu veux appliquer les changements que tu veux opérer sur l'infra. Ça s'applique directement. C'est le principe de l'apply. Comme tu as relu ton plan, donc le plan, il était là, et le plan, je l'ai sauvegardé dans un fichier. Donc je sais que quand je vais faire mon apply en spécifiant un plan, il ne va faire que ce qui était défini dans le plan. Le problème, c'est si ça change en parallèle dans l'infrastructure, le fameux cow-boy qui va aller changer un truc, ça risque de foutre la merde. Mais de toute façon, dans tout ce qui est gestion de configuration, que ça soit Terraform, Ansible ou tous ces autres trucs-là, il faut arrêter de faire des trucs à la main parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des emmerdes. Donc vous ne faites plus rien à la main, vous utilisez les outils. S'il manque un truc, vous rajoutez la config dans l'outil pour que l'outil le fasse à votre place. Puis comme on est feignant, ça tombe bien, on aime bien que les trucs soient faits à notre place. Mais bon là c'est particulièrement lent. Je vous jure, ça marchait bien tout à l'heure. Et c'était ce portable-là. Hein, Interface du coup sur OVH pour voir justement la création du VM. Ah bah si, ça on peut, ouais. Bon, bah, pas de bol, c'est fini. Bon, alors du coup, maintenant que mon apply est terminé, au niveau des ressources, il en a ajouté une, il en a changé aucune et il en a détruit aucune. Et si je regarde dans
dans mon repository. Alors j'ai mon plan maintenant qu'il a été exécuté, bah, je peux le mettre à la poubelle. Tiens, j'ai jamais essayé d'essayer de l'exécuter 2 fois. Donc là, il nous dit que non, non, c'est bon, il a déjà été utilisé. Le state a changé depuis la dernière fois. Alors, bah, du coup, le state, c'est quoi? Alors, je supprime mon plan parce que je m'en fous. Et donc, on voit qu'il m'a créé un fichier qui s'appelle le Terraform State. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, c'est là où c'est bien du JSON. Et donc, il nous dit que le state est en version 4. Il a été exécuté avec un Terraform 1.3.3. Son numéro de série, c'est le 2, puisque c'est la deuxième exécution. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Dedans, vous avez des outputs, on verra ça tout à l'heure, et la liste des ressources. Donc, la liste de ressources, c'est un tableau. Et dans le tableau, vous avez toutes les ressources. Donc, c'est un mode manage, le type OpenStack, machin. Bah, c'est ce qu'on avait défini, donc ça tombe bien. C'est bien, son nom, c'est bien VPN. C'est le provider, c'est bien OpenStack. C'est une instance. Ses attributs sont là. Donc, on voit son adresse IPv4. Son adresse IPv6 et ainsi de suite, son flavor, etc. Et finalement, tout ce qui devait être défini au moment de l'apply, ben maintenant c'est bon, on les a bien. Et si je refais un Terraform plan, cette fois-ci, il va me dire qu'il n'y a rien à faire, normalement. Voilà. Et maintenant que j'ai ma VM, je peux vouloir me connecter dessus. Donc je sais que l'utilisateur c'est Debian et j'ai vu que l'IP c'était celle que j'avais là-haut tout à l'heure. Donc j'essaye de me connecter, yes. Et bah, il me dit que permission denied parce qu'il me faut une clé SSH. Bon, bah, du coup, il va falloir qu'on crée une clé SSH. Et bah, là, ça tombe bien, c'est dans compute. Je sais qu'il y a un key pair bidule. Et donc là, il nous dit, je peux générer une key pair, je peux spécifier directement la clé publique, mais je peux aussi générer une clé privée et une clé publique en même temps. Ça va me permettre de gagner du temps. Et là, il me dit, bah, attention, si tu fais ça, si tu génères ta clé privée avec Terraform, ta clé privée va se retrouver en clair dans le state. Donc, n'utilisez pas ça en production. Bah, ça tombe bien, moi je ne suis pas en prod, donc j'en ai rien à foutre. Donc je crée ma ressource, donc test kpair, on va garder le nom parce que finalement il est sympa. Et du coup, bah, je vais faire mon... alors du coup... donc c'était ça et ça. Et donc si je fais mon Terraform plan, il rafraîchit le state. Donc là, on voit qu'il va voir si l'AVM est bien à jour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est s'il y a des choses qui ont changé dans l'AVM, il veut d'abord vérifier si ça correspond avec l'état de sa VM. Et il me dit qu'il faut rajouter une nouvelle ressource de type kpair. Alors je pourrais refaire la mécanique de sauvegarder le plan et d'appliquer le plan, mais moi je suis feignant, donc je vais faire directement apply. Et au tout début, il fallait systématiquement faire un plan, le sauvegarder, mais je pense qu'il y a des utilisateurs feignants comme moi qui se sont plaints et qui ont dit est-ce qu'on ne peut pas faire un apply direct? Et donc maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il fait son plan. Et il nous propose directement de l'appliquer. Donc si on est d'accord, faut taper yes et appuyer sur entrée. Et du coup, on approuve le plan et on l'exécute dans la foulée. Comme ça, il n'y a pas de fichier qui traîne et tout va bien. Donc on voit qu'il a modifié mon tfstate et il a rajouté un nouveau fichier de backup. Et si je regarde la différence avec celui-là, ça sera la même différence que entre ces deux fichiers-là. Donc j'utilise Git parce que c'est plus sympa, plus rapide. Donc on voit que le numéro de série a augmenté.
on voit que les tags ont changé parce que entre ce que je lui ai demandé à mettre comme tag dans la ressource, donc là c'est la ressource Khyper, entre ce qu'il s'attendait à avoir et ce qu'OpenStack lui a créé, il y a un delta. Donc du coup, non, ça c'est au niveau de la VM. Non, ça c'est au niveau de la VM. Donc il y a des tags qui ont changé. Alors je ne sais pas quel tag c'est, mais c'est pas grave. Et là par contre, il a rajouté la ressource Khyper. Alors, comme je suis un petit peu curieux, on va aller regarder ce qu'il y a comme différence entre les deux. Et je ne sais pas quel tag a changé. Ouais, bah, je ne sais pas de quel tag il se réfère parce qu'il me semblait en avoir mis. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on est là, on voit qu'il y a bien la clé publique en clair, ça tombe bien, c'est fait pour. Par contre, la clé privée, elle est bien en clair ici. Par contre, je suis plutôt feignant, donc je ne vais pas copier ça pour le remettre, surtout qu'à chaque fois que je vais détruire mon plan et le recréer, il va détruire ma clé et j'ai pas envie d'être obligé de faire des copier-coller à chaque fois. Donc, c'est important de tout versionner à chaque fois. Et du coup, ce que je vais vouloir faire, c'est créer un fichier en local. Donc ça tombe bien, j'ai un provider local. Donc pour l'utiliser, c'est toujours pareil. Je prends le provider que je rajoute ici. Je mets la configuration juste pour faire propre. Je fais mon Terraform init. On voit qu'il a rajouté le provider et qu'il a rajouté la définition du provider avec son checksum et tout le bazar. Donc dans la documentation, j'ai quoi en ressources? C'est pas hyper poussé, j'ai local file. Donc local file, c'est une ressource. Je lui donne un contenu et le chemin du fichier qu'il va créer. Donc c'est hyper simple. L'inconvénient de ce truc-là, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un plan, il va regarder le contenu du fichier existant et du fichier que vous voulez avoir, et il va vous afficher le diff à l'écran. Pour un truc comme une clé privée, c'est plutôt moyen, donc ils ont fait un truc qui s'appelle le Local Sensitive Data. Donc ça tombe bien, moi c'est plutôt ça que je veux utiliser. Donc je crée ma nouvelle ressource, et à ce niveau-là, je rajoute ma ressource, Local Sensitive. Donc ça, c'est le nom de ma clé, donc test Khyper. Il n'y a pas de conflit de nom parce que c'est des ressources différentes. Et comme c'est la même ressource, c'est peut-être un petit peu plus propre de mettre le même nom. Donc dans le contenu, on va voir ça après. Et ici, c'est un ID RSA tout simple. Et donc dans le contenu, ce que je veux, c'est avoir le contenu de ma clé. Donc je mets Khyper. Le nom de ma ressource, point. Alors là, c'était private key, c'est ça? TF state. Donc c'est private key. Pardon. Ici. Alors c'est très moche de faire comme ça, parce qu'en réalité, si je regarde dans la doc, donc dans la doc, pour chaque ressource, vous avez les arguments que vous pouvez passer en référence à votre ressource, et vous avez des attributs. Et on retrouve le private key. Donc c'est plutôt ça la bonne manière pour aller chercher les informations. Et du coup, je peux faire mon apply. Yes.
Et donc, il m'a bien créé ma clé privée qui est ici. Et donc, du coup, mon SSH de tout à l'heure qui ne marchait pas, si je fais -i ID RSA, merde, ça marche toujours pas. Pardon? La ligne est toujours commentée, mais il n'y a pas. Voilà. Et donc, du coup, je décommande cette ligne-là et je vais lui mettre le nom de ma clé. Alors, je pourrais mettre le nom MyKeeper, mais je trouve que c'est assez moyen puisque Terraform permet de mettre une référence. Donc, la référence, c'est quoi? C'est comme tout à l'heure, testkeeper, point. Et là, comme l'attribut c'est name, je mets directement name. Donc Terraform apply. Il fait mon plan en rafraîchissant les ressources. Et là, on voit que ça ressemble un peu plus à un sapin de Noël que tout à l'heure. Et en fait, il me dit que ma ressource VPN doit être remplacée. Donc remplacer, c'est il détruit, il recrée. Et quand on regarde, donc on voit qu'il y a certains attributs qui vont changer, il y a certains attributs qui vont être rajoutés, et c'est celui-là qui force le remplacement. Parce que dans l'API d'OpenStack, on ne peut pas rajouter une clé à chaud sur une VM. Des fois, il y a des trucs bizarres parce qu'ils rajoutent des trucs. Bref, bon, on s'en fout. On accepte. Donc là, il détruit la VM. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir aller voir. Donc là, il n'y a plus de VM. Et là, il la recrée. Sauf que je ne suis pas dans la bonne région. Voilà. Donc là, il est en train de créer la VM. Et comme j'ai pris une VM pas chère, la création est plus ou moins lente suivant si l'hyperviseur est chargé ou pas. C'est bon pour l'instant? Donc vous êtes prêts pour faire la même chose au bureau cet après-midi? Donc, il y a bien mon plan qui a été modifié. Si je regarde, en toute logique, il a augmenté le numéro de série. Et en fait, quand vous faites votre plan, il sauvegarde le numéro de série. Et quand vous faites votre apply à partir d'un plan, il va vérifier que le numéro de série est toujours bon. Si le numéro de série a changé, ça veut dire que entre le moment où vous avez fait votre plan et maintenant, il y a eu un autre apply qui a été fait. Et donc, le numéro de série a été incrémenté. L'adresse IP V4 a changé, l'IPv6 aussi, la date de création, les ID, enfin tout a changé, donc c'est pas grave. Je refais mon SSH avec la nouvelle IP. Là, voilà, et normalement, là je suis connecté, donc tout va bien. Sauf que c'est toujours pénible parce qu'il faut quand même mettre une adresse IP et quand je vais faire mon destroy et mon recreate la semaine prochaine pour aller chercher, télécharger des nouveaux films de vacances, ça va être pénible parce qu'il faut que j'aille rechercher l'IP, c'est pénible. Donc du coup, je vais créer une entrée DNS. Et comme j'ai un enregistrement, accès à l'API d'OVH, je vais utiliser un provider OVH. Ça tombe bien, il existe. Donc, comme toujours, j'utilise mon provider OVH. Alors, ici,
C'est là-dedans. Quand je fais ça, je fais un Terraform init. Les numéros de version des plugins ne sont pas représentatifs de leur état. Là, par exemple, c'est une 0.22, il ne faut pas attendre la version 1.0 pour se dire que c'est stable. Comme beaucoup de produits, c'est en bêta pendant 10 ans et pourtant ça marche bien. Après, je dois t'avouer que c'est pas quelque chose que je regarde absolument. Il y a beaucoup de produits HashiCorp qui ont été en version 0 quelque chose pendant longtemps et pourtant j'ai mis beaucoup de trucs en prod. Nomad par exemple, jusqu'à il y a 2 ans, c'était encore en version 0.9. J'en avais plein qui tournaient en prod et j'ai jamais eu de problème. En tout cas, pas de Nomad. Mais bon, bah, forcément, il m'a mis à jour ces trucs-là. Et donc, dans la documentation, je veux rajouter une ressource. Alors, c'est zone quelque chose, zone record. Donc, c'est ça. Et donc, la zone, c'est ma zone qui s'appelle... c'est mon VPN. C'est un enregistrement de type A. Je vais mettre 60 secondes pour le TTL parce que si on doit créer et resupprimer, ça va faire des allers-retours. Et donc, on a vu que la target, il faut que ça soit l'IPv4 de ça. Donc, c'est openstack.vpn. Et alors là, du coup, on va aller chercher là-dedans pour aller plus vite. Plutôt que d'aller chercher dans la doc. Donc on avait vu qu'il y avait un V4, donc c'est Access IPv4. Donc Terraform apply. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Yes. Et si je ne me suis pas trompé dans la typo du nom de domaine, ça marche. Et donc, mon SSH de tout à l'heure, c'est un vpn.hashicorpfornoobs.com. Yes. Et ça marche. Par contre, encore une fois, j'étais obligé d'aller chercher dans les infos ce truc-là. Et finalement, c'est peut-être pas terrible. Et surtout, il y a bon, on va d'abord commencer par ça. Et donc, il y a un truc qui s'appelle les outputs dans Terraform, qui vous permet d'extraire des données de votre plan. Donc, il y a plein de docs de merde qui traînent. Donc, comment faire des outputs dans Terraform ? Donc, c'est comme une ressource, mais c'est output quelque chose. Donc, output, moi, ça va être mon FQDN de ma VM. Et donc, c'est pas une information sensible. Et du coup, sa valeur, ça va être quoi? Ça va être mon OVH machin, le nom. Alors, bah, du coup, c'est pas test. Bah, on va le laisser test parce que sinon, il va le détruire et le recréer. C'est pas marrant. Et donc, ça sera mon subdomain.
Et du coup, il faut que ça soit un... Il faut concaténer les deux trucs. Donc pour concaténer, parce que là, du coup, on fait une assignation directe. Mais si je veux concaténer une chaîne, il va falloir que je le mette dans une chaîne. Donc, j'ouvre les doubles guillemets, je mets un $moustache, $moustache point. Et là, du coup, je vais concaténer avec $moustache. Donc pareil, ovh.test.zone. Bon, je peux arrêter de commiter puisque vous avez compris le principe du tf-state. L'inconvénient des outputs, c'est que quand vous en rajoutez, il faut forcément faire un apply. Donc il va rafraîchir toute votre infra, machin, etc. Mais là, du coup, vous voyez que l'output a changé. Donc vous faites yes. Il vous dit qu'en output, vous avez le FQDN. Vous pouvez rajouter l'IP, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et par contre, si vous voulez juste les outputs, vous pouvez faire un Terraform output. Et là, vous avez directement les infos. J'imagine que dans les outputs, vous pouvez lui préciser que ça soit directement en JSON. Et en faisant ça, vous pouvez extraire vos outputs dans votre chaîne de CI et vous pouvez injecter ce JSON-là dans votre pipeline pour faire des trucs par derrière. Par exemple, je fais beaucoup de volume attaché pour des bases de données. Je peux très bien récupérer mon output d'ici pour récupérer le chemin sur lequel est attaché mon volume, pour l'injecter dans ma gestion de configuration, pour créer le volume LVM, le file system et ainsi de suite. Donc ça marche bien, sauf que ma maman, elle est jalouse de me voir regarder plein de films de vacances gratuitement, et elle aussi, elle regarde des vidéos YouTube, et elle aussi, elle veut un VPN, sauf que je ne vais pas redupliquer ce truc-là, parce que je ne vais pas me prendre la tête à dupliquer les fichiers à chaque fois que j'en veux un, parce que demain, ça sera ma sœur, et ainsi de suite. Donc, je vais faire un système, et comme c'est du code, je veux faire de la déduplication de mon truc. Donc en Terraform, ça s'appelle un module. Donc ça va vous créer une espèce de petite fonction qui va prendre des paramètres et qui va dédupliquer votre code avec des spécificités sur chaque truc. Donc Terraform module, ça marche comment ? Donc, pour appeler un module, c'est module, le nom de la ressource, la source du module et les attributs que vous allez vouloir lui passer. Et dans le module, vous avez des fichiers main, etc. On va essayer et puis on va voir ce que ça donne. Donc, pour l'instant, c'est arbitraire. VPN. Donc, ma clé SSH, ça sera toujours la même. Par contre, c'est mes ressources ici, elles vont changer. Donc, on a dit que ce qu'on voulait, c'était un module. Donc, c'est VPN, ça c'est le mien. Hop, avec sa source. Donc on a dit que c'était /module VPN. Et donc en attribut, ce que je vais lui mettre, c'est égal name égal. Donc, je vais reprendre VPN.
Les flavors, tous ces trucs-là, ça ne va pas changer. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir spécifier une clé SSH. Donc, du coup, je vais le mettre là. Le security group, tous ces trucs-là, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Donc, je peux supprimer tout ça, puisque ça va être dans mon module. Donc là, si je fais un Terraform apply, il me dit que le module n'est pas encore installé parce qu'il faut faire un Terraform init. On va faire un Terraform init. Bon, là, il râle un petit peu parce qu'il me dit « Ah bah ouais, mais en fait, en résumé, tu essayes d'utiliser un provider OpenStack et un provider OVH, mais en réalité, il n'est pas installé. Donc ça veut dire que ici, il va falloir que je rajoute un module version et je vais déplacer une partie des trucs. Pour aller plus vite, je vais tout remettre. Je refais mon Terraform init. Il est content. Alors là, il me dit que l'attribut, l'argument n'est pas supporté. Donc, alors, ça, c'est pas très très cool. Donc, c'est à la fois dans mon West VPN à la ligne 12 et donc l'argument non supporté à la ligne 13. Donc à la ligne 12, j'ai quoi? J'ai, alors non, c'est dans ici, à la ligne 12, il me dit que le nom, il n'est pas supporté. Et finalement, à la 13, en fait, c'est pareil, c'est des arguments qu'il n'arrive pas à gérer. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais rajouter ici le fait d'avoir des variables. Et une variable dans Terraform, c'est comment? Ça tombe bien, j'ai pas pris de note, donc Terraform, est-ce qu'il n'y en a pas de défini là-dedans? Variable, tiens, ça tombe bien. Et du coup, c'est une variable du type string. Alors, le nom, on a dit que c'était name. Hop. Une variable, qu'est-ce que ça a comme attribut? Ça a un type. Donc moi, c'est simplement du string. Et puis, on va s'arrêter là pour aller plus vite. Et on a dit que j'avais une deuxième variable qui est kpair. Terraform apply. Donc là, du coup, ça ne lui plaît pas parce que c'est le type string qui n'est pas bon. C'est ce que je suis en train de regarder. Ah. Merci. Bon, il n'y en a qu'un seul qui suit, les autres ils dorment. Tac, 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 pouf, pouf, hop, hop. Alors bien sûr, pour les variables, vous pouvez mettre des valeurs par défaut, vous pouvez faire des trucs un petit peu plus évolués. Moi, c'est du tout simple. Alors là, par contre, il me dit que, ouais, mais en fait, ta ressource ici, elle va être détruite. C'est normal puisque je l'ai enlevé de mon plan. Le truc un peu con, c'est que là, il va me la recréer. Donc ça va vous arriver certaines fois. C'est que vous allez faire un petit peu de refactoring dans votre code et il va vouloir vous supprimer des ressources et les recréer parce que vous les avez simplement renommées. Mais renommées dans le plan Terraform, pas dans l'infrastructure. Donc c'est là où ça commence où il faut commencer à être un petit peu attentif. Et il faut faire attention à ne pas appliquer ces plans n'importe comment à chaque fois parce que sinon vous allez tout supprimer et vous allez pleurer.
parce que j'ai déjà pleuré une fois et bah, alors c'était pas dans ce cas-là, c'était OVH avait mis à jour la Debian. Un soir un peu fatigué, un petit peu trop confiant, je me dis je vais faire cette augmentation de volume un petit peu à l'arrache et je vais me coucher direct. Je fais un premier plan, le contenu me convenait, je fais yes, j'avais fait une typo dans mon truc, donc l'apply ne marche pas. Donc je refais un autre apply 2 minutes après, je regarde, c'est bon, j'ai corrigé le morceau, hop, je refais yes. Et là, je perds l'accès à toutes mes VM les unes après les autres. Le client m'appelle, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, comme l'ID de l'image OpenStack avait changé, Terraform s'est dit, bah, si ça change, bah, moi je détruis, je recrée. Et bah, il a tout détruit, il a tout recréé. Et bah, j'ai pas bien dormi. Il faut faire des sauvegardes. Donc il y a une commande qui s'appelle Terraform State qui permet de manipuler le state. Alors là c'est trop bien et faites pas ça parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des emmerdes, mais comme vous avez compris, moi j'aime bien les emmerdes. Donc vous avez la liste des ressources et d'ailleurs si on regarde, bah, ça tombe bien, c'est la ressource qu'il va supprimer, c'est celle-là. Et on voit qu'il y a un Terraform MV. Bon, bah, on va essayer ça. Donc, le Terraform MV, c'est quoi? C'est il prend une source, une destination. Bon, bah, allons-y. Donc, la source, c'était celui-là. Et donc, on a vu qu'il y en avait un qui ressemblait vachement ici. Donc, c'est module VPN, machin, blabla. Eh ben, allez hop. Alors là, il ne veut pas parce qu'il me dit qu'il y a un lock qui est sur le truc Terraform. Donc ça aussi, c'est un truc très important. C'est que si vous travaillez à plusieurs, il y a des locks pour éviter que Julien fasse un apply en même temps que moi sur la même infra et qu'on se retrouve avec un DAWA pas possible. Normalement, le state, vous le partagez à la fin. Donc la bonne pratique, c'est de le mettre dans un truc partagé. Donc un Git, un NFS, tout ce que vous voulez, mais pour que quand Julien va faire le Terraform Apply, il voit bien qu'il a bien la dernière version. Et en même temps, il y aura le fichier de lock. Donc quand je suis en train de faire un apply, donc là c'est le cas, puisque je n'ai pas encore validé, le plan est en attente. Donc il a tout verrouillé. Et donc plus personne d'autre peut faire de plan ou d'apply. Donc je vais faire le CTRL-C pour libérer le lock. Là ça marche. À chaque fois que vous faites une manip comme ça, vous incrémentez le numéro de série. Donc si vous faites plein de manips comme ça d'un seul coup, votre numéro de série, il va prendre un coup dans la gueule, mais on s'en fout, ça ne coûte rien. Donc si je reliste mes trucs dans ce qui était supprimé et recréé, il y avait aussi le OVH domaine record machin. Son nouveau nom, c'est la même chose, il me le préfixe simplement parce que je n'ai pas renommé d'autres trucs. Merci. Voilà, depuis que je vous ai foutu la pression, c'est bon, vous suivez. Invalide machin adresse, et bah pourquoi? T'as copié les... c'est pas les mêmes adresses. C'est pas les mêmes. T'as pris le VPN et t'as pris les mêmes auditeurs. Oui, je vous avais dit que j'avais pas beaucoup dormi. Ah bah ça, c'est la première fois que je fais ça, mais vous voyez qu'il est quand même assez intelligent pour vérifier qu'on ne fait pas de la merde. Bah oui, c'est normal, je cherche pas la même ressource. Donc on a dit OVH test. Ouais, et alors là, j'ai perdu toute votre attention. Donc si je refais mon apply, j'ai quand même un truc bizarre. Donc l'output va changer, ça c'est normal, d'ailleurs il va même me le supprimer. Par contre, c'est ma key pair, elle change. Et pourquoi elle change? Je crois que tu l'as défini dans les deux fichiers en fait, et dans le module et dans le fichier principal. Bah oui, puisque j'ai copié le truc.
Donc il n'est pas déclaré. Bah oui, je viens de le supprimer, mais en fait, il est là. C'est parce qu'en fait, maintenant, c'est une variable. Donc c'est khyper, et donc pour le réutiliser, c'est variable. C'est comment qu'on les réutilise déjà? C'est var. Et tant qu'on y est, ben on va remplacer le nom. Hein. Et en toute logique, le nom, il va aussi ici. Normalement, on est pas mal. Tac, tac, tac. Donc là, il y a juste l'output qui disparaît. Yes. Donc là, il n'a pas modifié l'infrastructure parce que c'était que en local que l'output a changé. Mais bah, mon output, ce serait quand même pratique que je le retrouve. Mais finalement, là j'ai mon module et j'avais dit que c'était un autre VPN pour ma mère. Et là, il me dit que bah, il faut faire un Terraform init puisque j'ai défini un nouveau module. Je refais mon apply. Yes. Donc là, il crée la VM, il va créer l'entrée DNS dans la foulée et ainsi de suite. Donc si je veux créer des VPN, maintenant, j'ai juste à appeler mon module, je lui mets des paramètres. Comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de mettre des boucles, des structures conditionnelles, des trucs comme ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des trucs marrants qu'on va voir. Donc par exemple, module VPN cluster, parce que finalement j'ai décidé que j'allais en faire un SaaS. Et donc mon truc c'est toujours le même. Et donc dans le nom, ce que je vais vouloir faire ici, c'est un count. Donc Terraform count. C'est l'équivalent d'une boucle for each. Donc count égale quelque chose. Donc, bah, je vais en mettre 2 parce que sinon ça va me coûter assez cher. Donc là, il m'a déjà créé mon autre VPN. Si je refais un Terraform apply, et j'ai pas sauvegardé mon fichier. Donc. Voilà. Donc il faut refaire un Terraform init. Alors l'intérêt c'est pénible de faire les Terraform init à chaque fois que vous utilisez un module, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le module a son propre scope. Donc tout ce qui est défini dans le module, c'est l'équivalent d'un mini plan Terraform. Et donc je refais mon apply. Et donc là, il m'en crée bien 2. Vous voyez que là, cette fois-ci, il rajoute un crochet 0, crochet 1. Son nom, il est où? Il est là. Et c'est parce que j'ai oublié de le renommer. Donc, j'ai pas envie qu'il s'appelle mom, j'ai envie qu'il s'appelle cluster quelque chose. Donc, du coup, ça va être un VPN
tac tac, et alors là je sais absolument plus ce que c'est la syntaxe, donc je vais tricher. Instance. Bon, alors là je vais totalement tricher, pof pof. De toute façon, vous avez vu, je suis adepte du copier-coller, donc on n'en est pas à un près. Parce que par défaut, le count index, il commence à 0, comme on l'a vu, mais avoir une machine qui s'appelle 0, ça ne me plaît pas trop, donc j'ai envie que ça commence à 1. Et quand je le fais, le 1, 2, 3, et après 10, machin, je préfère qu'il y ait toujours un 0 avant le 1 pour que ça soit joli dans mes index. Donc, et puis je mets un format, donc ça c'est une fonction Terraform, entre guillemets, qui va permettre de formater, et là vous reconnaissez la manière de formater une string. Et si on regarde, et ben là ça marche bien, puisque j'ai bien un node 02, et ici j'ai bien un node 01, donc ça marche. Alors, comme je ne veux pas créer tout ça pour foutre la merde, je recommente. Je refais mon Terraform Apply pour vérifier que je suis bien. Et donc là, je suis prêt pour lancer mon service SaaS de VPN, et vous y avez avec de la pub sur YouTube à chaque fois que vous regardez une vidéo. Et comme je l'ai montré, quand je fais mon Terraform Apply, moi de mon côté, et si Julien le fait sur sa machine, il y a un risque de collision, parce qu'on ne peut pas se partager nos TF-state, et le fichier de lock, il n'est pas partagé entre nous. Donc il me faut une solution pour partager mon TF-state et mon fichier de lock. Et donc c'est ce qu'on appelle un back-end. Donc par défaut, c'est le local. Mais vous en avez d'autres qui sont à disposition. Donc vous avez Archifactory, UTCD, Manta, machin, Swift, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains back-ends qui sont considérés comme étant au dispo, et il y a certains back-ends qui supportent le lock ou pas. Donc comme le lock est important, si vous faites du S3, on ne peut pas créer un fichier de lock rapidement sur du S3. Donc il va falloir un deuxième système pour gérer le fichier de lock. Donc ce qui va avec S3, c'est DynamoDB. Donc, parce que DynamoDB est très très rapide, et S3 permet de stocker des gros fichiers. Donc les deux vont bien ensemble. Après, moi, celui que j'aime bien utiliser, c'est Consul. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y en avait un. Et son autre avantage, c'est que comme il est en local, ça va plus vite. Donc je réédite mon fichier Terraform. Et donc, il faut que dans ma config Terraform, je lui mette un backend Consul. Et mon backend Consul, il va falloir que je le démarre. Donc, on va le démarrer là. Consul. Donc, la syntaxe, c'est consul agent-dev. Le principe de ce truc-là, c'est qu'il vous ouvre un consul sur votre machine, et ça permet d'avoir un environnement de développement facilement, rapidement. La plupart des outils HashiCorp qui tournent en serveur utilisent ce principe-là. Donc si vous ne connaissez pas Vault, je vous incite à regarder, et Vault vous permet de bootstrapper un serveur de dev en 3 clics. Donc le port, c'est 8500. Donc là, j'ai bien mon truc. Et ce qui va m'intéresser, c'est la partie key value. Et dans la doc, donc là, c'est le backend file. Il est où le... Donc c'est le consul qui m'intéresse. Et donc j'ai adresse, shame et pass. Donc c'est 127.8500.
c'est en HTTP, et ça, c'est le pass de mon truc. Donc, je vais le créer dans Terraform. C'est le chemin de ma clé que je vais mettre dans Consul. Et donc, là, c'est mes VPN. Et donc, si je refais un Terraform apply, il va me dire que ce bloc-là n'a rien à foutre ici. Répéter 2 fois Terraform en fait au niveau du. Oui, merci. Donc là, il me dit que, OK, tu as un back-end qui est requis, il faut que tu lances un Terraform init. Vous allez voir, ça va vous arriver souvent, Terraform init. Donc là, il vous dit qu'il y a un state qui préexiste en local, mais je veux le mettre dans un consul. Je peux faire la migration pour toi, est-ce que tu es OK? Bah oui, bien sûr. Allez hop, boum. Et à partir de là, j'ai pu, mon TF state, il est là, mais il n'est plus du tout utilisé. Par contre, si je retourne dans Consul, je recharge les clés valeurs. J'ai un folder Terraform, j'ai un folder VPN et j'ai mon plan Terraform dedans. Maintenant, quand je fais mon Terraform apply, alors pourquoi il ne veut pas? J'ai supprimé un peu trop de trucs. Qu'est-ce qu'il m'avait fait tout à l'heure? Ça va ton MV de Terraform.com. Un peu trop linéaire. C'est pour ça que j'ai fait un MV, pas un RM. En fait, il faut faire un Terraform init migrate state. Mais pourtant, il l'avait déjà fait. Ah bah oui, c'est le terraform.tf que j'avais déplacé. Donc il faut bien virer le state, mais pas le tf, effectivement. Terraform apply. Donc là, il est en train de faire son plan. Mais si je vais voir, dans la partie qui évalue Terraform VPN, eh ben, on ne le voit pas, mais en réalité, il a positionné un lock. Alors, c'est dans Consul, on a la possibilité de positionner des locks au niveau global, mais je ne crois pas qu'on puisse les voir directement dans lui. Et de toute façon, il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de lock. Bah tiens, on peut peut-être simuler un changement. VPN machin. Tac. Bah tiens, on va commencer par supprimer des trucs, puisque le cloud, l'intérêt, c'est de pouvoir détruire quand on n'en a plus besoin. Et donc, si je retourne là, est-ce que j'ai mon lock? Oui, j'ai un lock. Donc, c'est juste une petite clé. Alors, c'est marrant parce qu'il a même mis un contenu. Non, c'est ici. Le lock est ici. Et dans le lock info, j'ai un ID, j'ai l'opération qui est en cours, le consul session, et je sais qui est en train de faire quelque chose. Donc ça, c'est pratique parce que quand votre apply plante complètement et que le fichier de lock reste, comme il ne faut surtout pas faire d'apply forcé, parce que sinon vous allez corrompre votre TF state et c'est là où vous allez commencer à pleurer. Il faut bien s'assurer que celui qui a positionné le lock a bien terminé et qu'on peut forcer la suppression du lock, mais c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes. Donc il faut bien s'assurer que l'apply s'est bien terminé avec la personne. On voit qu'il a été créé à telle heure, on voit le pass, machin, etc. Enfin bref, vous retrouvez toutes les informations par rapport au lock
en plus du lock lui-même, qui du coup est juste un petit fichier qui est très rapide à positionner. Alors non, je ne vais pas le faire, mais comme la démo est terminée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Terraform Destroy, parce que toutes les ressources, maintenant, j'en ai plus besoin. Et yes. Et donc là, il est en train de tout me supprimer chez OVH. Donc si on retourne voir, il va me demander de me authentifier. Voilà, là les VM ont bien disparu. Si je vais voir dans mes clés, elles ont disparu aussi. Donc c'est bon, maintenant je suis clean. Le gros intérêt de ça, c'est que comme vous pouvez mettre des variables, alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais les variables qu'on a mis dans les modules, on peut très bien les mettre au niveau du plan. Et dans votre répertoire ici, vous pouvez mettre un fichier tf-var et vous me définissez vos variables à cet endroit-là. Et vous pouvez avoir un fichier différent par environnement. Et donc, Julien a son répertoire sur lequel il a fait le git clone des sources. Julien a le sien, j'ai le mien. On met des contenus différents dans les tf-var. Quand on fait notre play, ça va provisionner nos infras respectives, mais ça ne va pas toucher à celles des autres. Et du coup, vous allez pouvoir gérer des multiples infrastructures avec les mêmes plans. Au hasard, un staging et une prod qui vont être totalement ISO. Mais avec les variables, vous pouvez mettre des deltas sur qui peut s'y connecter ou pas, la taille des VM, parce que vous n'avez peut-être pas besoin de 48 Go de RAM pour un pauvre Elasticsearch qui va indexer 3 documents. Alors qu'en prod, là, vous en avez besoin parce qu'il y a plusieurs millions de documents. Tac, tac, tac. Et on reprend là. Donc la démo, c'est la première fois que je réussis une démo, donc vous avez une exclusivité. En résumé, donc on a vu le workflow, on écrit, on planifie, on applique. On a d'un côté la configuration et de l'autre côté le state et bien sûr l'infrastructure. Et c'est deux choses différentes qui doivent être alignées et l'apply sert à aligner tout ça. On a vu qu'on avait des ressources. J'ai complètement oublié de vous montrer, mais il y a aussi des datas. Donc les datas, c'est quoi? C'est la même chose qu'une ressource, mais au lieu de modifier la ressource, on va aller chercher chez le provider les informations sur une ressource qui existe déjà, mais sur laquelle je ne veux pas faire de modification. Donc par exemple, vous pouvez utiliser ça pour aller stocker des secrets dans un SSM ou un truc comme ça. Aller chercher l'information et la réutiliser dans votre plan, mais ce n'est pas vous qui modifiez ce truc-là. Ça peut être utilisé pour créer une zone DNS avec plein de trucs. Vous voulez vous référer à la zone existante, mais vous ne voulez surtout pas y toucher. Et ainsi de suite. Comme quoi, j'ai oublié un truc. On a vu les différentes formes de play. Donc, simplement le create destroy. Le update in place, ça on n'en a pas trop vu, mais on a la possibilité de modifier l'existence sans détruire, recréer. Et on a vu le destroy and recreate. Donc ça dépend des ressources. Il y a des ressources qui supportent la modification, il y a des ressources qui ne supportent pas, donc qui détruisent et recréent. Et faites vraiment attention, si c'est des ressources qui ne supportent pas le fait d'être supprimées, par exemple une VM, si vous avez des trucs de stocker dessus, vous allez tout perdre. Si c'est un enregistrement DNS qu'à un moment donné, il y a un utilisateur qui vient chercher l'information au moment où l'enregistrement DNS est supprimé, il n'aura rien, et ainsi de suite. On a vu comment accéder aux attributs des ressources. La seule différence par rapport à la partie data qu'on a vue, c'est qu'il faut préfixer data pour bien spécifier que ce n'est pas une ressource qui est gérée par Terraform. On a vu des ressources local only. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop joué avec ça non plus, mais on peut aussi créer des variables locales au sein du module, par exemple pour le FQDN qu'on pourrait mettre en output. Les data sources dont j'ai oublié de parler. Les output values, on a vu comment les utiliser.
On peut aussi les mettre au sein du module, il me semble, mais j'ai jamais essayé. Les valeurs locales, ça on a joué avec. Les modules, on a joué avec. Les remote state, on a joué avec. Voilà. Et donc maintenant, on fait quoi avec tout ça? Déjà, au niveau de l'offre commerciale de HashiCorp pour Terraform, il y a la partie open source, donc ça c'est ce que je vous ai montré. Il y a Terraform Cloud. Le gros intérêt de ça, c'est que le remote backend, il est forcément chez eux. Donc vous n'avez pas à vous embêter à mettre votre remote state dans une base Postgre, machin, etc. C'est chez eux. C'est eux qui peuvent gérer les applis à votre place. Donc votre CI, vous allez lui envoyer la version à jour de votre configuration. Il va faire le plan, il va vous l'afficher, vous pouvez faire l'apply, etc. Vous n'avez plus de binaire Terraform qui tourne sur votre machine en gros. Et vous avez une version Enterprise qui est la version cloud beaucoup plus évoluée, avec la possibilité de mettre des ACL sur les personnes qui peuvent se connecter au truc, et ainsi de suite. Comme c'est très cher, j'ai jamais joué avec, mais si ça vous intéresse, allez-y. Et après, il y a des outils autour de Terraform. Donc, je vous ai montré ASDF que j'utilise pour gérer plusieurs versions de Terraform, mais sinon, il y a TF Switch qui fait la même chose, mais spécifiquement pour Terraform. Vous avez TF-Lint qui va vous faire de l'analyse statique. Vous avez eu un petit aperçu au fur et à mesure quand j'écrivais dans mon VI. Il me disait attention, là il faut faire un Terraform init, attention, ça c'est pas autorisé. Comme c'était une démo, j'ai volontairement exécuté le Terraform apply pour qu'on voit les erreurs, mais un TF-Lint peut vous aider à aller beaucoup plus vite pour faire ça. Vous avez la registry Terraform, donc ça on l'a vu, c'est là-dedans que vous allez trouver tous les différents providers. Et je vais vous donner quelques tips. Donc c'est de la balle, mais comme toutes les balles, c'est très dangereux, donc ça peut vous péter à la gueule. Je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des conneries en prod et je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Donc pour vous éviter que ça vous arrive, relisez les plans à chaque fois que vous faites un apply. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais des fois, il y a des deltas dans les ressources. Pendant un moment, il y avait un bug dans l'OpenStack d'OVH et le provider OpenStack. Et à chaque fois que je faisais un apply, il me disait il y a des modifications dans le volume. Et en fait, j'avais beau faire les applies, ça marchait jamais. Et c'est comme ça que j'ai fait ma connerie, parce que j'avais un plan qui était énorme. Et à chaque fois que je faisais mon apply, il me réaffichait toutes ces modifications-là. Et donc, j'ai relu un peu trop rapidement et j'ai pleuré. Donc, en voulant gagner du temps, j'en ai perdu. Donc, pour éviter ça, il y a un truc qui peut vous permettre d'aller plus vite. C'est d'utiliser le -target. Donc, vous vous souvenez quand on a fait le Terraform list, il nous a donné des adresses de ressources. En fait, vous pouvez faire Terraform apply -target, une ressource, -target, une autre ressource, etc. Le gros intérêt, c'est qu'il va rafraîchir que ces ressources-là et il va faire l'apply que sur ces ressources-là. Alors ça permet d'aller plus vite et ça permet d'exécuter un morceau de plan Terraform sans faire tout le reste si, au hasard, si un cowboy a modifié un truc dans l'infra sans le répercuter dans le Terraform. Et un autre tips, c'est faire des plans régulièrement pour détecter les deltas. Donc dans mon infra, j'ai un rundeck et toutes les nuits, il me lance un Terraform plan et dès qu'il y a un delta dans mon infra, il m'envoie un message sur Slack en me disant il y a un delta. Et puis voilà, bon, comme on m'a dit qu'il fallait finir, j'ai pas le temps de faire ma conclusion, donc ça tombe bien, j'en avais pas préparé. Et puis les questions, vous pourrez me les poser en mangeant. Et je vous remercie et suivez-moi sur Twitter, ça me fera un petit peu plus de followers que des nanas à poil.